Monsieur le secrétaire général, messieurs les membres de la haute direction, messieurs et mesdames les journalistes, au nom de la commission communication et organisation des manifestations du PPACI, au nom du président Ousmane Sy Savané, nous vous disons merci d'être venus si nombreux à cette rencontre, cette rencontre qui est dénommée Tribune. Donc vendredi 22 décembre 2023, c'est la reprise de Tribune. Nous sommes au numéro 20. Voilà. Donc, merci. Jeudi 21 décembre 2023, c'est la reprise de Tribune. Nous sommes au numéro 20. Tribune est un espace d'échange avec la presse nationale et internationale, permettant à la direction du parti de se prononcer sur l'actualité sociopolitique, économique et voire sportive. Tribune est animée par le ministre Justin Koné-Katina, ancien porte-parole du parti. Il est actuellement président du Conseil stratégique et politique, le CSP, du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, du président Laurent Gbagbo. Deux thèmes sont à l'ordre du jour. Le premier thème, c'est la situation politique du pays. Deux sous-thèmes, l'organisation des différents congrès, la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes. Et le deuxième sous-thème, le report du congrès du PDCI RDA, parti allié. Le deuxième thème de notre échange, c'est l'organisation de la Coupe africaine des nations, la CAN. Monsieur le ministre va se prononcer là-dessus. Et après l'exposé de ces deux thèmes, Monsieur le ministre, après l'exposé de ces deux thèmes par Monsieur le ministre, nous passerons à la série des questions-réponses. Monsieur le ministre, vous avez le micro. Merci beaucoup. Ça marche pas ça? Si. Merci beaucoup. Ouvre le micro là. Voilà. C'est toi. Non, je ne sais pas. Il y a un qui est où? Là, fermez l'autre. Fermez. Ok. Merci beaucoup. Camarades président exécutif, professeur ministre Sébastien Danou Didier, camarade secrétaire général du parti, l'honorable député TID Jean Gervais, camarade membre du CSP, le camarade ministre Pierre Vincent Locrou, camarade membre de la haute direction, je vois ici, je voudrais saluer particulièrement le professeur Toutou Toussaint et mon très cher grand frère Sokouri Boui. Je salue les membres du secrétariat général. Je vois le professeur Kofi Dadier, l'homme communal de notre administration, la secrétaire générale adjointe Namizata Fofana, le shérif, il faut ajouter dessus, et puis mon ami de tous les jours, Zibraoui. Merci beaucoup d'être venus. Merci aux jeunes qui sont venus, qui étaient allés à la Ligue, malheureusement qui n'ont pas pu la Ligue des jeunes, sont de la délégation des mouvements panafricains, dirigée par un ami burkinabé qui est là. Merci beaucoup. Ils sont déplacés jusqu'à Ourangayo. Malheureusement, on n'a pas pu, la Ligue n'a pas pu se tenir. Je voudrais saluer les SNT qui sont là. Je vois Ouattara, je vois Oulaï, Von, les membres de la direction de l'administration. Merci beaucoup. Comme l'a dit tout à l'heure, je voudrais, au nom de son Excellence le président Laurent Gbagbo, vous saluer. Saluer la présence des journalistes. Ils ont été pris de court et évidemment il y a beaucoup d'événements aujourd'hui qui ont cours. Nous sommes en fin d'année
Et c'est partagé entre les événements qui se succèdent, ce n'est pas facile. Mais ils ont eu le temps de venir et je leur dis merci. Merci. Et comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, nous reprenons la tribune du PPACI. Certainement que elle changera de format. Les responsables de l'exécutif nous diront comment cela va se faire. Mais déjà dans notre esprit, et je pense qu'on peut faire cette annonce, petite annonce, ça va être l'espace de promotion de notre programme de gouvernement. Certainement des gens viendront ici, des experts viendront ici. Nous, non seulement nous allons vendre nos promotions, nos programmes, mais nous allons vendre des figures de ceux qui vont constituer la nouvelle administration de la Côte d'Ivoire de 2025, autour du président Laurent Gbagbo. Donc c'est un peu ça, mais les détails, les responsables de l'exécutif vous diront comment cela va se faire. Et en tout cas, merci d'être venu. Il y a un philosophe qui disait qu'on apprécie la présence d'un événement ou d'une chose qu'à travers son absence. C'est quand l'événement n'est plus, on dit « Ah, attention, il y a quelque chose qui manque ». Voilà, il y a quelque chose qui manque. L'absence, donc, devient l'élément distinctif qui permet d'apprécier la présence. Et pendant ces 2 mois, 3 mois de rupture de la tribune, nous nous sommes rendus compte qu'elle a fini par s'imposer dans l'espace médiatique et politique de la Côte d'Ivoire à un point tel qu'on nous interpellait. Vous reprenez votre affaire Lacan. Les jeudis, on n'est plus animé, on est devant nos portables et puis on ne reçoit rien. Je voudrais vraiment saluer cette reprise, saluer tous ceux qui sont présents, mais saluer ceux qui ne sont pas là et qui nous écoutent à travers donc les différents canaux de communication. C'était une idée du président Laurent Gbagbo de créer la tribune pour que nous puissions effectivement être présents sur le milieu médiatique et faire passer notre message, jouer notre rôle de parti de l'opposition qui critique mais qui fait des contre-propositions. Donc, nous voulons donc nous excuser pour la rupture de 3 mois qui a fait que la tribune a manqué aux Ivoiriens et vous êtes notre joie de nous retrouver. Chers amis, notre parti est toujours en mouvement. Il est certes jeune, mais il est toujours en mouvement, avec toujours comme capitaine le président Laurent Gbagbo, à qui nous croyons et qui nous sommes convaincus qu'il nous conduira à la victoire finale en 2025. C'est notre conviction et nous travaillons par rapport à cette conviction. Un homme politique avisé, évidemment, il a pu tirer toutes les leçons de l'élection qui a eu lieu où nous avons quasiment mordu la poussière partout, y compris celui qui vous parle. Mais le président a tiré donc toutes les leçons. Notre parti a tiré toutes les leçons. Et par rapport à ça, le président a estimé qu'il fallait réorganiser, restructurer le parti, le resserrer les rangs autour de notre objectif. Et donc il a procédé à des réaménagements d'ordre technique tout en conservant l'ossature du parti. Ainsi donc, depuis la suite de ces réaménagements, l'ancien président exécutif a été promu, l'ancien président du CSP, le Dr Assou Adou, a été promu premier vice-président du parti. L'ancien président exécutif, le professeur Hubert Oulaï, a été promu deuxième vice-président du parti. Le secrétaire général du parti, le camarade Damana Adia, a été promu deuxième vice-président du CSP. Le deuxième vice-président du CSP a été promu président du CSP. Le premier vice-président du CSP
a été promu président exécutif du PPACI. Le vice-président Thiéidé, vice-président exécutif, qui était vice-président, a été promu secrétaire général du parti. D'autres promotions ont été faites et des personnalités tout simplement dans l'optique de resserrer les rangs et d'occuper le terrain en renforçant notre présence et encadrer au maximum la structure de base et être proche des populations. C'est la vision du président Laurent Gbagbo, du président du parti, et c'est à la suite de ces nominations qu'il a instruit la nouvelle direction exécutive non seulement de parachever l'implantation du parti le plus rapidement possible, et un bilan est attendu en fin janvier pour ces instructions du président, mais les a également instruits d'organiser le plus rapidement possible la Ligue, d'installer la Ligue des femmes et des jeunes, qui sont des structures statutairement prévues par nos textes et qui n'avaient pas pu être mises en œuvre parce que le président est très attaché à la fois à la démocratie et au respect des règles internes. Nous avions lancé le processus dès le début d'installation de ces structures-là. Notre juge interne, la commission de contrôle, avait jugé que la procédure n'était pas bonne et bien que le président lui-même avait déjà annoncé, mais le juge interne avait dit que la procédure n'était pas bonne, elle ne respectait pas les règles et avait suspendu donc la mise en œuvre. Il y a très peu de partis politiques, d'hommes politiques d'envergure du président Laurent Gbagbo qui peuvent se soumettre à une telle décision. Mais très attaché aux valeurs, au droit, à la règle de droit et à la démocratie, il s'est soumis donc à la volonté du comité de contrôle. Comme lui-même le président se plaît à le dire, il dit personne ne nous a obligés à créer un comité de contrôle. Donc si nous avons décidé de nous donner un juge, il faut que nous respectons les règles fixées par les juges. Et vous vous rappelez que pour combler ce vide, le président avait nommé des personnes, deux dames, pour assurer l'intérim. Et il fallait que, après la restructuration, que l'intérim prenne fin et qu'on puisse installer les structures là conformément au texte. C'est en cela que donc le président a demandé au président exécutif, à la direction exécutive du secrétaire général, de convoquer une ligue, les deux ligues pour donc les constituer. Et donc ça fait le premier point de notre ordre du jour, le congrès constitutif des ligues des femmes et des jeunes. Alors c'était le 16 et 17 décembre dernier. Nous sommes retrouvés à Ouagadougou, à quelques mètres de la résidence du président, de son village, pour élire, si vous voulez, les assises des congrès constitutifs des deux ligues. Si la ligue, on a connu deux fortunes là-bas, malheureusement. La première, je commencerai par la fortune, je vais en terminer par l'infortune. La fortune, c'est que le congrès constitué de la Ligue des femmes a eu effectivement lieu. Il y a eu plus de 1300 délégués qui sont déplacés jusqu'au congrès, venus de partout. Et non seulement il y a eu plusieurs délégués qui sont venus, mais en inter, nous avons réussi, ce congrès a été aussi rehaussé par la présence de deux délégations étrangères, une venue du Ghana, conduite par Dr Hannah, qui est une ancienne ministre, mais qui est l'actuel président de l'organisation des femmes du NDC. Le NDC, National Democratic Congress, c'est le parti qui a été créé par le président Jerry John Rawlings, et qui est un parti allié au PPACI. Elle est venue pour aussi donner le message de soutien de son parti. Et l'autre délégation était portée par la dernière fille, la dernière née du président Julius Nyerere. Pour les anciens et les savants qui connaissent l'Afrique, savent de qui il s'agit. C'est l'ancien président, le premier président de la République de la Tanzanie,
Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des grandes figures du panafricanisme et du socialisme africain, tel qu'il avait défini, lui et Kwame Nkrumah. Sa fille anime un mouvement panafricain attaché donc à l'Union africaine, et sachant que le PPAC reste un parti fondamentalement attaché au panafricanisme, elle est venue apporter son soutien également à ce congrès. Donc, le congrès d'élite s'est passé. Pour l'élection, il y avait 3 candidats que la commission électorale. C'est bon de les savoir parce que ça donne le caractère démocratique de notre structure. Nous avons des structures internes, des règles internes auxquelles nous sommes attachés, et nous avons une commission électorale d'application et application numérique, c'est elle qui fait un peu notre CEI interne, mais qui ne fonctionne pas comme la CEI extérieure. Hein. Elle fonctionne vraiment mieux que la CEI interne. Et elle a retenu 3 candidates pour la Ligue, et parmi ces 3 candidates, une s'est désistée à la dernière minute pour donc s'allier à une candidate, et finalement nous sommes trouvés là-bas avec 2 candidates. Celle qui s'est désistée, c'est la SNTBC Dominique, qui était candidate, mais qui à la dernière minute a résisté donc, pour soutenir la candidate Luna, Cyril Louma Hortense, maire de Grands Atries. Et donc, nous sommes allés aux élections, et Cyril Louma a été proclamé à la fois par la commission électorale interne et ratifié par le comité de contrôle, qui est notre juge des élections aussi, in fine, et qui a donc proclamé cette Madame Cyril Louma Hortense, maire des Grands Atries, comme la présidente de la Ligue des femmes. Elle compétissait contre une autre grande dame de notre structure de parti, Faye Florentine, et la démocratie a prévalu. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la Ligue des femmes, aujourd'hui, a un chef, conformément à nos textes, et elle est organisée. Je voudrais féliciter toutes les personnes, au nom du président, toutes les personnes qui ont été impliquées. Je pense qu'ils le feront, notamment le président exécutif et le secrétaire général qui ont piloté cette opération-là, plus les structures opérationnelles comme la commission électorale. Alors, ça c'était le côté la fortune. Les femmes se sont mises, elles sont en mouvement. Aujourd'hui, elles sont en mouvement. Nous sommes à seulement 2 années des élections présidentielles de 2025, des élections générales 2025. Et je pense que le président exécutif et le secrétaire général auront les mots justes pour la mettre en mouvement, pour que les défis qui sont énormes, qui sont devant nous, soient rapidement levés. Et le premier défi, c'est que nous n'avons pas 2 candidats, on n'a pas 25 candidats, on n'a pas 1000, on a un seul. Son nom doit figurer sur la liste électorale, il doit être notre candidat. Ça, c'est le premier défi auquel nous devons faire face. Ça, c'est... Voilà. Voici l'information sur les ligues. On a réaménagé un peu l'ordre de présentation des sujets. Donc, voici. Notre parti est constitué. Alors, l'infortune, c'est que malheureusement, on n'a pas pu faire la Ligue des jeunes, parce que là où il y a les jeunes, il y a beaucoup d'énergie. Et je crois qu'on n'a pas pu canaliser toutes les énergies et des informations pas bien en termes de sécurité, en termes de respect de l'ordre public, circulaire. Et le président Laurent Gbagbo, qui est très attaché à la paix sociale, notamment en cette période de fin d'année, a pensé qu'il était juste et que nous reportions ce congrès pour essayer de contrôler l'environnement, pour avoir une maîtrise sur l'environnement, parce que des dérapages dans ce régime-là qui est prêt à tout auraient pu ne pas être quelque chose de bien, et ces informations ont permis au président donc de prendre une décision du report du congrès donc de la Ligue des jeunes, et ça se fera. Je crois que les raisons de ce report ont été suffisamment développées dans la note qui a été publiée, et donc ce congrès, nous l'organiserons au moment opportun. Pendant ce temps, le président, pour ne pas laisser le vide, a nommé un autre maire, un jeune maire, le maire de Lakota, Prince Arthur Dali, pour qu'il soit le président intérimaire, à la fois secrétaire général adjoint, mais chargé pour le développement de Lakota, et puis également chargé
d'assurer l'intérim. Et vous comprendrez, et c'est la politique, et on ne peut pas faire l'injure au président de faire la promotion des gens qui ont été élus. On allait aux élections, on nous a battus. Ceux qui ont été élus, au moins qu'on leur donne le plaisir de connaître que c'est eux qui font la politique chose. Et le président l'a fait. Ce n'est pas des choix. Il ne fait jamais un choix au hasard. En tout cas, pour ceux qui ont l'occasion de rencontrer, de le côtoyer, ces choix ne se font jamais au hasard. C'est un message qu'il a donné. Et aujourd'hui, il a fait la promotion des nouveaux élus, des nouvelles figures qui ont porté avec brio nos élections. Et donc, Prince Arthur Dali, maire de Lakota, est celui-là qui est chargé également de conduire la Ligue des jeunes de façon par intérim jusqu'à ce que nous puissions organiser cette élection. Voilà un peu la situation. Notre parti, les Ivoiriens comptent beaucoup sur notre parti. Parce que c'est nous qui avons une alternative crédible. C'est nous qui avons un leader charismatique. Nous avons mené déjà ces gens de combat. Et les Ivoiriens comptent beaucoup sur nous. Les Africains comptent beaucoup sur nous. J'ai dit tout à l'heure, il y a un mouvement panafricain dirigé par des jeunes burkinabés qui est là. Ils comptent beaucoup sur nous. Et donc, les gens souffrent de la mauvaise gouvernance du RHDP. Ça là, c'est connu. Quand on le dit là, ce n'est même plus une nouvelle, c'est la réalité. Ce n'est plus quelque chose de nouveau, c'est la réalité. Et l'un des exemples typiques de cette mauvaise gouvernance, c'est l'organisation de la CAN. Et c'est le deuxième sujet que nous allons aborder, l'organisation de la CAN. Alors, en tant que parti panafricain, notre parti se réjouit que la 34e édition de la Coupe africaine de football, la Coupe des Nations, se tienne en Côte d'Ivoire et se déroulera du 13 janvier, donc en moins de 3 semaines, au 12 février. 11 février 2024. C'est un grand rassemblement de toute la jeunesse africaine, de tout le monde, un mouvement médiatique. C'est dire que le football aujourd'hui, il converge sur lui beaucoup d'intérêt et donc toute la planète aura le regard tourné vers notre pays. C'est un honneur pour nous, c'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire et nous nous en félicitons. Et l'organisation de cette compétition pour nous aurait dû être, compte tenu de l'intérêt et donc de l'opportunité de cohésion sociale, cette organisation aurait dû s'ouvrir et être l'occasion de rassembler toutes les forces vives et toutes les compétences, toutes les intelligences, toutes les opinions autour de notre pays. Le gouvernement dit qu'il veut organiser la plus belle CAN qui n'ait jamais été organisée. C'est un honneur pour notre pays. S'il réussit, c'est un honneur pour notre pays. C'est un honneur pour notre pays. Mais on aurait bien voulu qu'il réussisse. Et on prie Dieu qu'il réussisse. Mais nous avons quand même quelques interrogations qui subsistent par rapport à cette CAN. D'abord, si elle réussit, la CAN apparaît pour nous comme une occasion de finir, de resserrer les liens sociaux, la cohésion nationale, et devait permettre pour nous d'être le point, la parenthèse qui ferme toutes les crises, toutes les conséquences des crises que nous avons connues depuis plusieurs décennies, et ça va être l'occasion donc de nous retrouver. Et c'est cela qui ferait donc le succès de cette crise-là, de la CAN. C'est ça qui devait faire le succès de la CAN. C'est la parenthèse, après des années, plusieurs années de conflits internes, de disputes, ainsi de suite. Qu'est-ce qui serait beau qu'un événement sportif de cette envergure, médiatique, puisse être l'occasion de resserrer tous les liens. Or, il ne faut pas qu'on se les cache. Au moment où nous nous apprêtons à célébrer certainement, à organiser l'une des CAN les plus belles, une frange importante de la population de la Côte d'Ivoire, je pense que la plus importante,
gère sa douleur dans des soupirs profonds, ses peines dans les soupirs profonds. Soupire parce que un parent est en prison pour des raisons politiques depuis plusieurs années. Soupire pour les autres parce que le président, parce que l'un de ses patrons est en exil et a peur de retourner. Soupire également pour ceux qui, chaque matin, scrutent l'horizon et désespèrent à cause de la cherté de la vie. Ah ben voilà, le micro soupire lui-même. Donc, la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'on se les cache, est un pays de soupirs. Je crois que c'est un acteur qui a dit on va finir par avoir goitre. Parce que comme c'est gros, on ne peut pas faire sortir, ça reste dans la gorge, on va finir par avoir tous des goitres. L'occasion est belle pour le gouvernement d'œuvrer à ce que ces soupirs-là cessent. Qu'est-ce qui serait beau? Que les prisonniers soient libérés, l'opinion soit libérée. Qu'est-ce qui serait beau? Que finalement, des personnes qui réussissent à retourner parce qu'ils n'ont plus confiance à la sécurité, à leur sécurité en interne, doutent, puissent rentrer en exil parce que le gouvernement aurait facilité tout cela. Qu'est-ce qui serait beau? Que les poursuites, les autres condamnations politiques à des fins politiques puissent être enlevées, arrêtées et enlevées. Qu'est-ce qui serait beau? Que la Côte d'Ivoire se retrouve avec tous ses enfants autour de cet événement, tous souriants. Pour nous, c'est la seule condition pour que cette CAN-là, que ceux qui viennent nous retrouver en Côte d'Ivoire nous retrouvent dans la joie. Parce que moi, je ne peux pas aller sourire à une CAN lorsqu'on me dit que le président Laurent Gbagbo, non, son nom n'est pas sur la liste électorale. Ça me pose un petit problème, moi. Je vais aller peut-être, mais mon sourire va être un sourire jaune. Mon rire va être un rire jaune, parce que j'ai un problème. Comme moi, je peux être heureux quand j'imagine que Dobo Blé est encore en prison. Que, comment il s'appelle, CK et autres, sont tous maudits, c'est ça? Toutes les personnes-là sont en prison. Ça, c'est à la portée, c'est la portée. Qu'est-ce qui serait beau qu'on laisse le PDC, on va revenir faire son congrès tranquillement. Parce que comment voulez-vous qu'une partie de la population puisse aller à un fait, alors que leur parti politique est enfermé dans des conflits internes et que, bon, voilà, on instrumentalise des éléments pour qu'on en arrive à ça. Le gouvernement a la possibilité, dans l'état actuel des choses, de donner le sourire, de faire de la CAN un instant de bonheur partagé pour tous les Ivoiriens, en s'attaquant aux causes profondes des soupirs de nos compatriotes. C'est un appel fraternel, mais c'est un appel pressant que le PPAC adresse au gouvernement. Ça, c'est l'aspect politique de cette gouvernance, de la gouvernance de la CAN. Oui, nous appelons véritablement à détendre l'atmosphère sociale, politique, à faire des gestes encore énormes pour rendre la vie moins chère et pour que du 12 janvier au 13 janvier au 11 février, les Ivoiriens, toutes tendances confondues, nous chantions, nous dansions, et alors ce sera les prémices certainement de notre victoire finale, la victoire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors on aura une CAN à la fois bien organisée et un succès final au bout du compte, et c'est la Côte d'Ivoire qui gagnerait. C'est un appel pressant que le PPAC donne. Or, ça c'est au niveau de l'organisation. Il se trouve que ça le gouvernement peut le faire, parce qu'en temps, ne nous cachons pas, il y a des choses qu'ils ont déjà ratées qu'ils ne peuvent plus faire. Et ce sont ces ratés-là que nous allons les hériter, c'est ce que nous appelons la gouvernance économique et financière de la CAN. La gouvernance économique et financière de la CAN pose des problèmes
chez nous, et en tant que parti proche des populations, nous devons relayer cela. Premièrement, cette gestion de la canne, bon, comme tous les projets ici, avec le régime RHDP, tout se gère en catimini. C'est l'opacité, on ne voit jamais rien. Et puis bon, chaque matin, on nous balance les chiffres. Et puis bon, voilà, on dit tout va bien. Et pourtant, il y a des problèmes. En ce qui concerne la canne, l'ex-ministre des Sports, le ministre Dao Paulin, c'est ça, hein? Dao Paulin a annoncé que la canne, le gouvernement envisageait d'investir 1 milliard de dollars pour l'organisation de la canne, la construction des édifices, ainsi de suite, soit 500 milliards de francs CFA. Cet investissement, c'est vrai, il y a de l'appui endogène, mais il y a une bonne partie qui vient de la dette de crédit. Et on va citer les fonds, d'où ça vient, pour vous donner un peu le caractère sérieux de l'affaire. Selon le site de la BAD, la Banque africaine de développement, le montant de l'appui financier de la BAD pour financer les structures liées à la CAN 2023 est de 170 millions de dollars. Mais quand on dit ça, les Africains, ça fait 85 milliards de francs CFA. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas, faire la confusion, ça fait 85 milliards de francs CFA. C'est ce que la BAD apporte comme concours à l'organisation du club. Et ces 85 milliards se composent comme suite 50 milliards de prêts, donc crédit encore, concessionnaires pour la construction et la réhabilitation des 4 stades à Abidjan, à Bouaké, à Yamoussoukro et à Kourougou. 25 milliards de dons pour la construction et la réhabilitation des 14 centres de santé dans les villes hautes de la CAN. Ça, là, quand on va finir, on va leur demander. On va aller voir les centres là, si vraiment ça a été réhabilité. Ça aussi, on ne fait pas de... Là, c'est public quand même. 25 milliards. 10 milliards de dons pour la promotion du tourisme et de la culture ivoirienne. Ça aussi, il faudra qu'on nous dise qu'est-ce qu'ils en ont fait. Parce que moi, on a fait le tour de l'intérieur du pays. Hein. J'ai été chez les ouais, puis j'allais à la chose. Mais en fait, moi, on n'a pas vu d'impact réel de l'organisation là sur ce terrain-là, de ces investissements sur le terrain. Donc ça nous pose des problèmes d'interrogation. En ce qui concerne la Banque mondiale, elle dit, sur son site également, elle dit qu'elle a concouru pour 100 millions de dollars, donc en moyenne 50 milliards de francs CFA. Donc 60 milliards et 30 milliards de prêts pour la construction et la réhabilitation de 500 km de routes dans les villes hautes de la CAN. Bon. Ça aussi, c'est facile à vérifier. Ça aussi, c'est facile à vérifier. Yamoussoukro, je sais que Yamoussoukro abrite les quads, mais nous tous on passe à Yamoussoukro. Les routes qu'on voit là-bas, là, c'est les routes qui datent de Fouboigny. Ça au moins c'est visible. C'est vrai qu'on allait à San Pedro, j'ai vu quelques voies qui sont en train de faire, mais c'est bien prévu, hein? Ils ont pris le kilométrage. 500 km de route dans les villes hautes de la CAN. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. « 20 milliards de dons pour la mise en place d'un système de gestion intégré des déchets solides dans les villes CAN, la CAN. » Voilà. Donc la Banque mondiale, elle intervient pour augmenter la qualité de la vie dans les villes où la CAN va se jouer. La Banque islamique de développement aussi a participé. 15 milliards de prêts pour la construction et la réhabilitation de 10 hôtels dans les villes de la CAN 2023. On ne sait pas si c'est des hôtels privés ou c'est des hôtels publics. En tout cas, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Parce que cette tribune, quand on l'anime, nous tenons à ce que les Ivoiriens et ceux qui nous écoutent prennent conscience
et nous leur donnons les informations et nous nous attelons à ce que les informations soient les plus justes possibles. Donc, 10 hôtels. Moi, je viens de San Pedro. Je ne sais pas s'il y a un hôtel là-bas qui est en construction. À Yamoussoukro, ils sont en train de réhabiliter l'hôtel du président, c'est vrai. Mais enfin, c'est le seul truc qu'on a vu. Donc, au total, c'est 130 millions de dollars, dont 65 milliards de francs CFA, de dons, et 190 millions, dont en moyenne 400 milliards de francs CFA d'emprunts qui participent. Donc ces emprunts-là, nous allons les rembourser. Donc vous convenez qu'on ne peut pas, les dons, on peut te dire, bon, on t'a donné, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais ça, là, on va rembourser. En plus de cela, la COCAN, c'est-à-dire le comité qui organise, on appelle le COCAN, c'est ça, le comité de la CAN, dirigé par le comité d'organisation de la CAN, dirigé par le ministre Amisha, a reçu déjà 173 milliards de francs CFA. Notre pays, là, les gens n'ont pas peur de milliards. Mais il dit que ce n'est pas suffisant. Le dernier numéro de l'intelligence Africa Intelligence dit il a demandé 86 milliards. C'est-à-dire la moitié de ce qu'on lui a demandé, il demande ça en rallonge budgétaire. Ah, ça soulève un problème maintenant. Je crois que le président de la République commence à s'interroger et il semble que ça donne des frictions maintenant au niveau des sommets de l'État, entre le Premier ministre et le ministre chargé de la question, parce que quand même, on est à 173 milliards déjà décaissés, tu me donnes 86 milliards, c'est-à-dire la moitié, plus de la moitié de ce qu'on a déjà dépassé comme rallonge budgétaire, évidemment dans un pays qui se cherche, et on n'oublie pas qu'aujourd'hui, les PME, depuis pratiquement 10 mois, les PME ne sont pas payées. Le gouvernement a été obligé d'aller voir donc la France dans le cadre du projet MCD2 pour leur demander qu'on leur verse une partie de l'argent pour pouvoir gérer ça. Ils sont allés voir la Banque mondiale qui a décaissé il n'y a pas longtemps de l'argent dans le cadre du programme avec eux pour pouvoir apurer ces dettes. Mais à ce moment-là, on continue de demander encore 86 milliards pour compléter sur les 173 milliards sans que un bilan ne soit fait. Au moins, on nous apprend que le Premier ministre veut que le bilan des 173 milliards soit déjà établi et véritablement contrôlé avant de voir ce qui peut être fait. Donc ça nous pose un problème de transparence. Or, on nous dit qu'il y a même des paroles, des gens disent qu'ils travaillent depuis le COCAN, il y a arriéré de salaire dedans. Ça, on a vu ça tout le monde, il y a arriéré de salaire, se frappe là-dessus. Il y a eu Champions League, Women's Champions League, qui s'est joué à Kourougo, à sortir de là aussi, les gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas reçu tous les perdièmes. C'est compliqué si on veut organiser une bonne CAN, avec ça là, je ne suis pas sûr que nous soyons sur la bonne voie. Ça, c'est la gestion financière. Maintenant, il y a la gestion économique de la crise de l'État. Parce qu'un événement de cette envergure, il faut qu'il soit associé d'abord à une économie et que cette économie puisse s'étendre dans le temps après l'événement. Sinon, l'événement n'a pas de sens. L'événement n'a pas de sens. C'est pourquoi nous dissocions la gestion financière telle que nous l'avons faite et quelle est la gestion économique de ce projet-là. Le gouvernement dit qu'ils ont créé 20 000 emplois par rapport à ça. Ils appellent ça emploi occasionnel volontaire. Mais ça, ce n'est pas travail. On ne met pas ça dans ta statistique pour dire qu'on a créé un emploi avec ça. On s'auto-célèbre, non, on a créé 20 000 emplois, ce sont des emplois occasionnels, et puis c'est pour, on dit c'est des volontaires. Il y a les petits contrats pour aller, il faut vérifier le terrain de l'autre côté, non, soyons sérieux. On ne peut pas s'auto-célébrer pour ça. Avec tout ce qu'on a vu comme l'argent là, on ne peut pas s'auto-célébrer pour ça. Et pour nous, le PPAC a également, le gouvernement a également manqué d'inspiration dans la gestion économique de cette CAN. Et nous l'avons cité. Ils ont décidé de construire des villages de la CAN pour abriter les délégations qui vont venir.
Mais il y a déjà 3 ou 4 délégations qui disent qu'ils ne vont pas dans leur village. L'Algérie dit qu'elle ne va pas dans son village. Le Maroc dit qu'ils ne vont pas dans leur village. Même nos voisins, les Guinéens, disent qu'ils ne vont pas dans leur village. Et quand on a vécu une telle expérience avec les Jeux de la francophonie, hein, c'était ça, organisés en Côte d'Ivoire, et qu'on a investi les bâtiments, du moins les choses qu'on voit à Marcory, aujourd'hui, la question se posée, quelle est la suite de l'usage de ça? Ça sert à quoi? Bon, ça nous a servi, quand ils sont venus derrière le Covid, on a mis les gens là-bas en quarantaine, ils ont même fui. D'ailleurs, ils ne sont même pas restés, ils ont fui. Ça sert à quoi? Donc, un gouvernement doit tirer les leçons de sa propre expérience et des expériences d'ailleurs. Nous, on aurait été à la tête de ça. Toi, on nous avait associés, voici la proposition qu'on aurait faite. Vous dites c'est l'année de la jeunesse. Demandez aux jeunes, l'argent reçu, on vous alloue une partie sous forme de prêt pour construire des hôtels de moyen standing comme étant donc pour abriter les délégations qui viennent. On vous aide ça, on vous avance ça, vous construisez, on fait des standards, des hôtels de moyen standing, 30 chambres, 25 chambres, 50 chambres, comme ça, dans les villes, pour que les délégations qui viennent puissent y rester. L'avantage de ça, c'est que quand vous partez, la canne est finie, les hôtels continuent, et on développe une économie de tourisme autour de ces hôtels. Donc, non seulement l'État ne perd pas, parce que ça là, c'est écrit à Marcory là, ça c'est investissement cadeau, gratuit, à perte. Donc, l'État ne perd pas, parce que les prêts vont être remboursés dans le long terme, et en plus, on améliore le réceptif hôtelier dans notre pays. Parce que quand on va dans nos villages là, je suis allé chez les ouais, ceux-là. Il n'y a pas d'hôtel là-bas? Mais tu déplains pourquoi? Tu as les yeux pourquoi? Il n'y a pas d'hôtel là-bas. Voilà comment un gouvernement soucieux, organisé, structuré, tire profit d'un événement de ce genre. Et l'exemple existe. Pour ceux qui connaissent le Ghana, avant 2008, le Ghana avait un déficit de réceptif hôtelier. Et quand ils devaient faire la CAN, ils ont fait la CAN en 2008, si je crois bien. 2008-2010, je ne sais plus. 2008, je crois. Ils ont utilisé les fonds alloués. Ils ont donné ça à des jeunes Ghanéens. Aujourd'hui, vous arrivez à Accra et dans les villes même les plus éloignées, vous trouverez un réceptif hôtelier qui peut vous permettre de vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, les Ghana tirent profit. Chaque année, ils vont inventer le retour de nos parents qui sont partis en esclaves. Chaque année, et moi j'étais là-bas tout dernièrement, c'est des milliers de Noirs américains ou des îles qui retournent au Ghana pour visiter les sites et puis passer cette journée d'appel la journée de retour en Afrique. Et à partir, ils ont construit une économie de tourisme à partir des investissements qu'ils ont faits. Mais quand vous ne connaissez pas, et demandez, il y a des qualités au PPACI, on va vous dire ça. Interrogez-nous, on va vous dire. Bon, vous construisez des villages, quand on va finir, on va faire quoi? Ce qui a été construit à San Pedro. Bon, comme c'est pas loin de la prison, peut-être ils vont agrandir la prison avec. Non, mais on dit, mais il y a des choses sérieuses quand même qu'il faut parfois leur dire d'attirer ça. Donc, ça, c'est un investissement perdu. Investissement perdu. Année de jeunesse, profiter de ça pour en faire quelque chose de sérieux, c'est perdu. Quand on a fini dans ça, même diffuser les matchs, où mes parents de Yopougon là-bas vont s'asseoir pour faire petit maquis et puis vont mettre écran géant pour qu'on parte voir la bière pour aller les matchs. On dit, on se met ça à des conditions. On est restreint.
Il faut rentrer dans un processus. Et les maquis, nous avons interrogé des gens. Pour faire cette émission, on a interrogé des tenants. Ils disent c'est difficile. L'accès, le site qu'on leur a donné, parce qu'il faut une procédure pour avoir accès à ça. J'ai dit, oh, moi mes parents sont à Niakara là-bas. Là. Il n'y a pas internet chez eux là-bas. Ils font comment pour entrer dans un site, pour remplir une formule, pour pouvoir tirer profit eux aussi de la canne. Ah non, il faut remplir un formulaire parce que tu peux regarder sur ta petite télévision, mais pas écran géant. C'est quoi ça? Donc, finalement, les petits commerçants, les petits maquis, c'est qui fait la fierté. Et on va vous donner les chiffres. Hein. On va vous donner les chiffres. À Abidjan, en 2020, le bureau ivoirien des statistiques avait détourné plus de 43 000 maquis et restaurants à Abidjan. 43 000. Nous, on aime sortir. Et les maquis ivoiriens sont tellement célèbres que même les délégations qui vont venir de l'étranger, là, elles vont aller chercher à aller à la rue Princesse, aller voir les maquis de Yopougon. Tu dis que tu ne peux pas aller regarder le match parce qu'il faut une formalité, des trucs à remplir. Mais ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas si le président l'appelait au courant de ça. Ça veut dire quoi? Donc, en 23 jours, ces petits maquis-là, ils doivent se débrouiller, la décision a été prise il n'y a pas longtemps, hein, pour pouvoir avoir accès à ces sites-là et remplir ce formulaire. Et ces maquis, selon le bureau des statistiques en termes de main-d'œuvre, c'est 215 000 petits emplois que ces gens-là, ces maquis-là, entretiennent. Donc, c'est les couches fragiles de notre société. Et vous organisez un tel événement et vous vous attelez à les écarter du bénéfice économique de cet événement. Ah, j'oubliais. L'année de la jeunesse, ça finit en 2023. La CAN, c'est en 2024. Les priorités ont déjà changé pour le gouvernement. Donc les jeunes, là, vous attendez une autre année, parce que sinon, s'il y avait une priorité, on ne peut pas faire ce genre de choses-là. On ne peut pas faire ce genre de choses. On ne peut pas avoir une jeunesse qui a besoin de travail, à qui on donne 1 milliard tous les jours, et puis, vous leur enlevez l'opportunité de continuer l'économie autour de cet événement. Autre chose qu'incongruité, c'est même notre RTI, notre télévision nationale. Au lieu de profiter de l'occasion pour renforcer les capacités opérationnelles de la RTI, notre télévision nationale, écoutez bien ce qu'ils ont fait. La RTI n'a qu'une seule régie, un vieux car, aussi vieux que moi-même. Et ils vont le déployer à Korogo. C'est le seul stade qui va bénéficier de cette régie. Une vieille régie parce que vous connaissez les spécialistes là. Vous connaissez de quoi on s'agit, hein? Voilà une régie. Voilà, c'est un gars qui est derrière qui parle, que nous faisons sa partie régie. Comment faire pour diffuser. Et comme ils n'ont pas les moyens, ils vont sous-traiter avec une société française un cas de régie de 8 caméras et un autre de 16 caméras pour plus de 15 milliards. Bon, moi, je ne suis pas technicien, hein. Mais 15 milliards donnés à la RTI, là, ça peut renforcer le maximum. Mais c'est ces cas de régie, ces cas-là. Pourquoi sous-traiter? Quel est le problème? Et donc, ce sont ces deux-là, ils ont fait avec une société française, et puis sous-traité également avec une autre société italo-camerounaise. Ils ont passé des marchés pour sous-traiter cela. Comme si on était surpris. Dans les 173 milliards, là, on ne peut pas dégager une partie pour la RTI. On veut que, à partir de maintenant, la télévision soit performante. On veut que vous équipez. Voici les moyens pour acheter les régies, les cas régies. On va les sous-traiter. Et puis, ils envoient l'argent. Donc,
La RT ne s'ouvrira seulement que Korogo. Et les 4 autres stades, villes, seront couverts par des régies sous-louées, sous-traitées. Voilà la gouvernance de RHDP. Pour nous, au total, cette CAN est une bonne opportunité pour renforcer les liens sociaux. Nous comptons sur le gouvernement de rattraper les ratés qu'il n'a pas pu faire au niveau donc de la gestion économique en se rattrapant et ouvrir le jeu démocratique, descendre l'atmosphère, libérer les prisonniers, faire venir les exilés, arrêter toutes les poursuites et annuler ces condamnations inutiles qui sont là et qui sont le prolongement des crises que nous voulons mettre ferme. Il n'est pas juste qu'après la CAN, qu'après qu'on ait ri, on puisse se retrouver à se frapper parce qu'on n'a pas réglé un certain nombre de questions qu'on aurait pu régler. Ce serait ridicule devant le monde entier. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, cette CAN-là, on aurait dû en profiter pour construire une vraie économie d'après-CAN pour relancer l'économie et prolonger donc l'année de la jeunesse, afin que la jeunesse puisse en profiter. Malheureusement, on a l'impression qu'il y a une oligarchie financière qui gère cette affaire-là dans des intérêts pas clairs. C'est vrai que le football est devenu business, mais nous sommes un pays, on doit pouvoir imposer nos règles. On doit pouvoir imposer nos règles. Le congrès du PDC-RDA, c'est le dernier point. Alors, que dire? Le PDC avait appelé un congrès le 16 décembre dernier pour élire leur président, mettre fin à l'intérim du président Kopli. Tout allait bien. Et puis, comme toujours, le 15, les sorciers, là, c'est toujours comme ça, la nuit, à la dernière minute. Le 15, ils ont fait sortir une assignation pour dire au PDCI qu'ils sont assignés à comparer devant le tribunal pour répondre à un certain nombre de griefs et que le congrès, un juge a ordonné la suspension du congrès. Bon, le PDCI a pris acte. Au moment où le PDCI annonce son congrès pour demain, le 22, aujourd'hui, je vous parle à 14h, ils sont convoqués au tribunal parce que hier nuit encore, ils ont reçu une assignation à comparer devant le juge pour la même affaire. Au nom du président Laurent Gbagbo, président de PPACI, nous exprimons, et le président exprime tout son soutien au PDC-RDA, qui jusqu'à peu de compte reste notre parti allié. Et nous connaissons ça, parce que ça nous est arrivé, nous, en tant qu'hommes politiques, cette façon de faire. Le conseil qu'on va leur dire, quand ils regardent notre propre exemple, il faut qu'ils tirent les leçons. Le président est soucieux de la cohésion sociale au PDCI. Il a quand même encore en mémoire, et il salue la mémoire du président Henri Konan Bédié, avec qui ils ont mis jeté les fonds, les fondamentaux de notre alliance, notre collaboration avec le PDCI. Il n'est pas encore enterré. En Afrique, c'est toujours pas bien de voir ces gens de situation autour d'une grande figure politique de la présidente Henri Konan Bédié et que ces choses-là puissent arriver. C'est pourquoi le président souhaite que le PDCI puisse trouver les solutions de leurs contradictions en interne. Parce que quand on connaît son sorcier, on ne l'invite pas chez toi à la maison. On ne l'invite pas chez toi à la maison. Parce que quand il ouvre la porte, il rentre là, c'est fini. Quand il n'a pas fini, vous tous, il ne sort pas. Et donc, en portant l'affaire devant la justice, que le pouvoir RHDP s'attelle à mettre sous contrôle, on a invité le loup dans la bergerie. On a invité le loup dans la bergerie. Nous, en tant que parti politique, nous ne pouvons pas prendre position pour l'un ou dans l'autre camp dans un conflit interne. Mais c'est des conseils que nous donnons parce que le PDC est un acteur majeur pour la Côte d'Ivoire, mais elle reste un partenaire important pour nous. Et la situation dans laquelle la situation que le parti traverse n'est pas accommodante pour nous. C'est pourquoi le président plaide que la sagesse prévale
et que les contradictions soient réglées en interne. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là. Ceux-là, s'ils rentrent dedans, à leur justice, ils ne vont plus sortir. Jusqu'à ce que le PDC soit disloqué. Ils ne vont plus sortir. C'est vraiment le sentiment profond. Moralement, le président estime qu'il doit ça au président Bédié. Et c'est pourquoi il est très attentif à ce qui se passe. Et il prie pour que, effectivement, ça se passe dans les meilleures conditions et que le PDC puisse faire son congrès dans les meilleures conditions et que la vie politique puisse reprendre son cours normal. On ne peut pas être à la veille d'une telle manifestation et l'un des acteurs majeurs de la vie politique puisse se trouver dans ce genre de conflit. Tel est l'appel que le président Laurent Gbagbo lance en direction du PDCI, qui est notre parti allié, surtout en souvenir de ce que des rapports qu'il a eu à le président Henri Konan Bédié, qui n'est pas encore enterré. Mesdames et messieurs les journalistes, nous voulons vraiment vous remercier d'être venus. C'était la reprise de la tribune. On vous l'a dit, le format certainement va changer, mais la tribune continue, elle va s'améliorer. Et je voudrais dire merci à l'équipe exécutive qui a compris l'importance de cela et qui tient à lui donner donc toute la latitude à la tribune de s'exprimer. Les Ivoiriens, les Africains ont besoin de savoir la vérité. Ils ont besoin de parler. Notre rôle en tant que parti de l'opposition, c'est de dire ce qui se passe. Et comme j'ai tendance à le dire, je n'ai pas encore trouvé un politicien sourd-muet. Donc, nous, là, notre rôle, là, c'est de parler. C'est de parler. Et nous parlons. Pour que les Ivoiriens non seulement comprennent ce qui se passe et qu'ils sachent qu'également le président Laurent Gbagbo continue d'incarner l'alternance la plus crédible pour notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Avant de passer à la série des questions-réponses, nous allons laisser juste 1 minute à Monsieur le Ministre de se désaltérer et puis ensuite il reviendra prendre le micro. Okay. Voilà. Réponse est content. Voilà. D'accord. Là, c'est des questions-réponses. Si... Ok. Question. La mise à l'état. Ah, je pensais que l'état du pour parler. Oui. Question. Bon. Oui. Il y a un qui a appelé. Oui. Oui. Non. Bonjour monsieur, je suis Eddy Bibi du journal L'Inter. En ce moment, on sait qu'au sein du PDCI, il y a des débats et puis il y a une division au niveau du choix pour continuer ou pas l'alliance avec le PPAC. Il y a certains qui estiment qu'il faut continuer, certains estiment qu'il faut plutôt se retourner vers le RHDP. Et tout ça, ça va dépendre du prochain président du parti. Donc, je vous pose la question suivante. Vous, au niveau du PPAC, actuellement, officiellement, il reste 2 candidats, Tidiane Thiam et Jean-Marc Yassé. Au niveau du PPAC, lequel le PPAC préférait voir à la tête du PDCI? Parce que merci ça va dépendre beaucoup aussi de la suite de votre alliance. Merci. Je vais répondre de façon simple en reprenant ce que j'ai dit avant de conclure. Le PDCI est certes un parti allié, mais c'est un parti autonome. Et nous, en ce qui concerne la philosophie de notre parti prônée par le président Laurent Gbagbo, nous ne nous mettrons jamais des choix internes des partis politiques. Nous souhaitons tout simplement que les militants du PDCI RDA choisissent celui qu'ils pensent être le meilleur pour conduire le parti jusqu'à dans leur intérêt. Nous, pour le moment, c'est ça. Pour le reste, qu'il y ait division ou pas sur l'alliance, la vie politique est très dynamique et je ne peux pas partir préjuger de quelque chose qui n'existe pas. Pour le moment, je parle de ce que je sais. Pour le moment, nous sommes en alliance jusqu'à nouvel ordre. Autre chose.
Merci. Je suis Ferdinand Bailly du quotidien Le Temps. J'ai deux préoccupations. Une qui concerne le congrès des femmes à Mama, à Ouaragayo plutôt. Et puis deuxième qui concerne l'organisation de la CAN. Et bon, une troisième qui me vient en idée, c'est le rapport procès PDCI, création PPACI. Premièrement, le congrès de la Ligue des femmes à Mama. C'est vrai qu'il y a eu une personnalité qui a gagné. Le comité de contrôle a validé cette élection. Mais on apprend dernièrement que la candidate qui a perdu entend saisir le comité de contrôle pour fraude avérée. Qu'est-ce qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Deuxième préoccupation, quand M. Laurent Gbagbo est arrivé de l'exil, il aurait pu aller en procès concernant le FPI avec AFI. Il a laissé, il a créé le PPACI. Quand vous faites le rapport avec ce qui arrive au PDCA déjà aujourd'hui, pensez-vous qu'il a eu le creux en créant le PPACI? Troisième préoccupation, au vu de ce que vous avez exposé comme la gouvernance au niveau de la CAN, tant économique et financière, pensez-vous que cette CAN peut connaître une réussite? Merci. Merci. Alors, pour la première question, notre parti et le président Laurent Gbagbo est très attaché à la démocratie et au respect des règles internes. Je vous ai rappelé que lui-même, on avait déjà appelé à l'organisation de congrès quand le comité de contrôle, 2 ans en arrière, a dit non, parce que ça ne respecte pas les règles. On a suivi ça. La candidate, c'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu. Elle estime qu'elle a été lésée, elle saisit le comité de contrôle. Tout ce que nous demandons, tout doit se faire dans la discipline et dans le respect. Le conseil que nous donnons au PDCI, nous devons l'appliquer. Tout ça se fait en interne sur la base de nos processus de règlement interne. Tant qu'on est dans cette logique, il n'y a pas de problème, c'est le débat démocratique. Elle estime qu'elle a été lésée, c'est son droit de saisir le comité de contrôle, et le comité de contrôle va statuer là-dessus. Et la décision qui sortira, chacun doit la lier, puisque nous-mêmes, si le président Laurent Gbagbo, lui-même, président du parti élu, se soumet aux décisions du comité de contrôle, à plus forte raison, nous autres. À plus forte raison, nous autres. Donc, pour nous, c'est le débat politique, c'est la vitalité de notre parti qui s'exprime ici, et donc nous sommes heureux. Nous n'avons pas de problème avec ça. Oui, ça, je pense que le président Laurent Gbagbo a toujours une longueur d'annonce. Quand on le dit, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est que l'histoire lui donne toujours raison. Si on était encore en parole avec le président a fait l'affaire des FPI là, on sera encore dedans. Je rappelle que le conflit qui oppose le PDC-RDA au RHDP sur l'utilisation du logo suit son cours depuis 4 ans. On n'est pas encore fini. Ils sont en appel. Et ça, on reporte seulement tous les jours. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand on connaît son sorcier, on ne l'invite pas chez toi à la maison. C'est tout simple que ça. Et le président avait compris. Quand on veut te manger braisé, on ne se promène pas avec le feu et le fagot, toi-même. Un tabanan, c'est nouveau la nuit, dans certains coins de la Côte d'Ivoire qu'on connaît, il n'y a pas de on s'est fâché ici, se promener avec fagot, allumette, et toi-même, bon, ça, tu n'as fait que faciliter ta situation. Tu as raccourci le processus. Vous comprenez? Donc, est-ce que c'est facile? J'ai dit le nom de quelqu'un. Bon. Donc, vraiment, c'est le conseil que nous donnons. Le président, il est le creux. Évitons d'inviter les gens qui ne nous aiment pas dans nos palabres. Bon. Nous, en tant que patriotes, nous souhaitons que la CAN soit un succès. C'est pourquoi nous faisons ces propositions au gouvernement. Mais nous ne sommes que dans l'opposition, c'est eux qui pilotent.
notre souhait, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans le pouvoir que nous souhaitons que le gouvernement échoue dans l'organisation de la CAN. Non, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes fondamentalement attachés à la République, nous sommes patriotes, nous souhaitons que la CAN soit un succès. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous leur parlons. Et nous avons relevé déjà les irrégularités, les faiblesses. Ce qui peut rattraper, ils le rattraperont. Ce qui ne peut pas rattraper, mais il faut qu'ils trouvent la solution pour compenser. Et c'est ce que nous revenons sur ce qu'on a dit, la cohésion sociale. Renforcer la cohésion sociale par des décisions courageuses, ça dépend d'eux. Voilà. Et vous avez raison, hein, tout à l'heure j'ai oublié. On nous dit que les maillots, pour porter le maillot, il faut payer 60 000 francs. Maillot pour aller, moi j'ai apporté pour aller courir derrière les éléphants à Ebimpe et puis courir mes enfants. Si je prends toute ma famille là, 6 personnes, si on doit s'habiller, alors ma famille, j'ai dit ma famille, j'ai pas mes enfants, ma famille on est, voilà, quand même, ayez pitié des gens. Vous ne pouvez pas faire une fête populaire et adopter des procédures hélistiques. Ça c'est contradictoire. Et puis, on fait quand même. Moi, là, si je tourne là pour aller voir quelqu'un me faire mon maillot, et puis je suis assis chez moi à la maison, je l'ai porté là. Vous allez rentrer chez moi pour venir vérifier, c'est ça? Racontez ça. Oui, quelqu'un avait levé la même chose. Oui. Merci, monsieur le ministre. Bonjour, Alassane Sanou pour Soir Info. En fait, ma question est relative aux dernières restructurations opérées par le président Gbagbo au sein du PPACI. Le quoi? Les dernières restructurations, je veux dire, au niveau des différentes instances du PPACI. Oui. Voilà. Que répondez-vous justement à ceux qui expliquent que ces restructurations-là sont le fruit d'insatisfaction du président Gbagbo quant aux performances des cadres du parti sur le terrain, notamment au regard des résultats des dernières élections locales, je veux dire? Mais je vous ai dit, moi-même j'ai honte parce que j'ai échoué. Je suis allé aux élections, j'ai échoué. On comptait sur moi, j'ai échoué. Mais quand on a une équipe, on modèle la présence de l'équipe en tenant compte des enjeux du moment et ainsi de suite. Aucun homme politique, ce n'est pas de la sanction. Il faut que nous fassions, parce que le président n'a pas sanctionné un seul. Je vous ai dit, ils ont fait tous l'objet de promotion. Mais il a estimé qu'il fallait redisposer l'équipe autrement en tirant les leçons de ce qui nous est arrivé. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le management. C'est ce qu'on appelle le management. Sans enlever les A. Parce que les Africains, là, ils enlèvent tous les A dans le management, ça vient mangement. C'est du management. Et le président a estimé qu'il fallait revoir les choses, il fallait les réorganiser. Il a ses lieutenants, il a ses troupes, qu'il fallait reposer certains éléments au niveau des troupes, sans exclure qui que ce soit, pour essayer une autre équipe pour l'élection à venir. Donc ça, je pense que c'est la marque des grands hommes politiques, ça. Ok. Bon, je suppose qu'il n'y a plus de questions. Désolé de revenir encore. Monsieur le ministre, justement, c'est relativement à l'inscription, je dois dire, à la réintégration du président Gbagbo sur la liste électorale. Vous l'avez dit, c'est l'un de vos principaux objectifs actuellement. Cela a été annoncé lors du dernier secrétariat exécutif général, je crois, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qui a été fait depuis lors, ou qu'est-ce qui est fait justement dans le sens de permettre cette réintégration-là? Nous travaillons là-dessus. Et la partie visible du travail que nous faisons, quand le moment viendra, vous verrez la partie visible. Pour le moment, nous travaillons sur ce dossier-là, parce que pour nous, c'est non négociable. C'est non négociable. Voilà, tout ce qu'on peut dire là-dessus. Et ce qui est non négociable, on travaille pour arriver au résultat que nous cherchons. Ok. Camarade président exécutif, camarade secrétaire général, membre de la haute direction du parti, camarade journaliste,
chers amis, je voudrais encore vous dire merci. On a relancé la tribune du PPACI et elle va aller de façon crescendo sous l'administration de ceux qui gèrent au quotidien le parti. Nous avons besoin en Côte d'Ivoire d'un espace de communication. L'espace public étant contrôlé totalement par le pouvoir, il faut qu'on crée notre espace. Il faut toujours prendre les bons exemples. D'ailleurs, au Ghana, j'aime bien... j'ai passé 10 ans. Et je n'ai pas dormi. Hein. Je regardais comment les Ghanéens fonctionnent. Au Ghana, il y a il doit y avoir une centaine de télévisions privées. Il doit y avoir les radios, là, ça, je ne sais même plus. Mais chaque matin, le débat politique a lieu au Ghana. Chez nous, on dit que les radios privées ne doivent pas faire politique. Au Ghana, le débat politique, il est permanent. Et là où il y a le débat politique, il y a moins de violence, parce que les gens s'expriment. Au Ghana, le délit graphique est l'équivalent de Fraternité matin. Quand vous le prenez, c'est 80 pages au moins. Mais pourquoi il marche? Et il marche. Parce que quand la première page, la centrale page, une page est accordée au gouvernement, la page qui suit, même teneur, est accordée à l'opposition. Donc chacun se retrouve dedans. Quand Ghana TV fait ses émissions débat politique, s'il y a 30 minutes qui ont été contrôlées pour le pouvoir, 30 minutes reviennent à l'opposition. Donc les Ghanéens se sont appropriés leur chaîne de télévision. Donc ils la regardent. C'est parce que nous, là, on nous prive de ça que nous créons cet espace-là. On doit dire vraiment merci aux journalistes qui nous aident à rendre cet espace vivant et à étendre l'écho de nos voix. On va se revoir bientôt. On vous dira quand, après la reprise, et on vous dira sur quel sujet. Mais rassurez-vous, la tribune a commencé, elle ne s'arrêtera plus. Elle va aller de façon crescendo, elle va s'améliorer. Parce que le peuple a besoin du PPACI, le peuple a besoin de la voix du PPACI, le peuple a besoin de savoir qu'est-ce que nous voulons proposer. Et c'est à tantôt que nous allons y arriver. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.